Et salut, bonsoir, bienvenue dans Hello Europe Bordel, j'espère que tout le monde va bien. Salut à toi Mister Edou, hello Tavman, salut Zach Le Sioux, bonsoir J'ai du ciel, re à toi Sorbiou également. Oui Mister Edou, c'est bien le moment de Hello Europe Bordel, l'émission qui parle d'Europe et qui va vous faire aimer ça. On ne fera peut-être pas mieux que Party Time, mais ne manquons pas d'ambition. Oui, Party Time, on a dépassé les 1000 viewers, mais bon, c'est exceptionnel, mais c'est très très bien, ça fait plaisir. Salut Haute B63, re à toi aussi. Bienvenue à tout le monde, installez-vous, on va parler d'Europe. Et alors Mojo Power 2000, je n'ai pas bougé tout à l'heure. Et non, j'ai pas bougé, je suis resté là. Sylvain m'a apporté un bout de gâteau et à boire, mais j'ai pas bougé. Donc je suis accroché à ce canapé le jeudi après-midi, on ne bouge plus. Salut à toi aussi, Neverline, rebonjour. Salut Kant94, Tavman, Redab, si on dépasse la barre des 1000. Ok, le défi est pris. Attention, peut-être un Sylvain Sauvage apparaît, peut-être. Salut, bonjour à toi, Phyton D. Bienvenue, on va parler d'Europe. Alors, pourquoi l'émission d'ailleurs a fait un record d'audience? Eh bien, en fait, Mojo Power 2000, nous étions en page d'accueil de Twitch. Et donc, forcément, les gens ont cliqué et sont restés parce que c'était intéressant. Tout comme cette émission d'ailleurs. Et avant de commencer le sommaire, je voulais quand même, puisque comme la semaine dernière, on a encore un vote emblématique du Parlement européen. Et là, hier, en fait, il y a eu un vote contre la pollution plastique via les produits à usage unique. Le gros gag. Et hier, le Parlement européen a voté à une large unanimité, majorité, pardon, à 571 voix pour. Il y a 750 députés au Parlement européen. Un projet de directive relatif au plastique à usage unique pour interdire une dizaine de produits en plastique. Donc maintenant, c'est les États qui vont devoir accorder tout ça pour leur propre législation. Tu as raison, Staffman, il n'y aura plus de coton-tige, pas les cotons-tiges en général, mais ceux en plastique. C'est-à-dire, tu pourras toujours acheter des cotons-tiges, mais simplement, ils seront soit en plastique bioplastique, par exemple, ou alors en carton. Ça existe déjà, vous pouvez en acheter, des cotons-tiges qui n'ont pas de petits bâtons en plastique. Car il se trouve qu'en plus des gens jettent les cotons-tiges dans les toilettes, et donc ça part dans les égouts, et évidemment ça finit dans les rivières et dans la mer. Et ça, c'est pas bien, ne jetez pas de plastique dans les toilettes. Ça, c'est ce qu'on me disait en CM2 quand on faisait l'écologie à l'école. Alors, donc qu'est-ce que ça vise comme produit là? Vous l'avez dit un peu, là, les pailles, les fourchettes, les cotons-tiges. Il y a une dizaine de produits. Les couverts, effectivement, les assiettes jetables également. Tous les contenants alimentaires en polystyrène expansé et les plastiques dits oxo-fragmentables, parce qu'en fait, ils ne se décomposent pas dans l'environnement, ils se dégradent. Ça fait des petites micro-particules de plastique. C'est le pire du pire, c'est hyper dégueulasse. Et finalement, les sacs plastiques fins ne sont pas interdits. Bon, ça, c'est dommage. Et alors là, maintenant, il va y avoir alors ça, je veux dire un gros mot. Il va y avoir un trilogue, c'est-à-dire une négociation entre le Parlement, la Commission européenne et le Conseil, c'est-à-dire les États membres en fait de l'Union européenne. Donc, apparemment, d'après Waste France, tout le monde est confiant, d'autant qu'en plus à la raison écologique s'ajoute une raison politique et économique. La Chine maintenant refuse d'acheter les déchets plastiques de l'Europe. Et donc les débouchés pour ce marché des déchets se tarient. Et donc il faut trouver quoi en faire. Et donc le mieux c'est de les réduire à la source. Tout simplement. Salut à toi, Gia25. Alors par contre, ça ne veut pas dire que les produits à usage unique sont interdits. Ça peut être une limite de cette directive. C'est simplement les produits en plastique. Donc c'est pas forcément zéro déchet, c'est zéro déchet plastique. Donc si une entreprise fournit un produit à usage unique comme des fourchettes de pique-nique, mais qui ne seront pas en plastique jetable, mais en plastique biosourcé, ou alors en matière comme du papier ou du carton, ça pourra toujours être vendu. C'est bien la matière plastique qui va être interdite. Alors quand même, pour la petite histoire, il y a une grosse bataille de lobby, vous imaginez bien. Et c'était l'occasion de découvrir un de très particulier et dont je voulais absolument vous parler. Alors, j'avais oublié cette image d'un oiseau qui a mangé trop de plastique et dont on retrouve du plastique plein l'estomac, y compris loin des centres de civilisation, disons. Et donc, j'ai découvert un lobby incroyable. Attention, alors le logo n'est pas fun, mais donc la European Balloon and Party Council,
une association professionnelle de fabricants de ballons et d'accessoires de fête. Alors, ça a été créé en 2001 et ça regroupait uniquement les vendeurs et les fabricants de ballons en latex ou en mylar. Alors, c'est une matière, c'est du polyester très fin et très résistant. Et tout ce qui touche au monde merveilleux du ballon. Et en 2013, ils ont ajouté en fait les organisateurs de fêtes et d'accessoires de fêtes pour donc s'appeler le European Balloon and Party Council. Ils ont un site avec ce très beau logo qui fait penser à du recyclage et des couleurs de la fête. C'est le fun. Et c'est une association pour les clowns de Mantavman. Non, pas tout à fait, mais pourquoi pas. Mais leur communication, c'est à base d'enfants et de ballons, puisque bien sûr, le fun, c'est des enfants qui jouent au ballon de baudruche. Et je viens de taper mon micro, Sylvain va m'égorger. Donc pour revenir au vote du Parlement, il s'agit maintenant de voir ce que les États vont décider et comment ils vont éventuellement rogner cette directive et surtout ensuite la transposer en débat national. Mais c'est un très bon premier pas pour la réduction des déchets en plastique, même si j'ai pas noté les dates, mais c'est des horizons 2030. Bon, c'est quand même dans une dizaine d'années. C'est quand même très bien et notamment sur la conversion de l'industrie plastique européenne vers d'autres matières et peut-être l'arrêt de ce genre de matières plastiques et de produits à usage unique qu'on jette et qui, hélas, se fragmentent, se retrouvent dans la nature, jusqu'aux narines de tortues marines. Vous avez sûrement vu les images de paille coincée dans des animaux, c'est absolument horrible. Voilà pour la bonne nouvelle de la semaine. Donc, on est ensemble tout seul avant d'être que je sois rejoint par Pierre dans 3 petits quarts d'heure pour le taurillon. Et donc, de quoi on va parler cette semaine? Eh bien, je vous propose d'abord de commencer en parlant des timides débuts de la campagne des européennes en France. Ensuite, eh bien, comme toutes les semaines désormais, une fiche d'identité d'un pays. Et cette semaine, je vais vous parler du Portugal. La semaine dernière, c'était l'Espagne. Et je me suis dit, on va continuer dans la péninsule ibérique, donc eh bien, le Portugal. Ensuite, à cause de l'assassinat de Jamal, alors je ne sais pas s'il faut dire Khashoggi ou Khashoggi, je me suis intéressé aux journalistes en Europe, notamment il y a eu des meurtres de journalistes dans la dernière année, on va revenir dessus. Et enfin, eh bien, on passera, normalement Pierre sera arrivé, il prendra ma place et c'est lui qui vous parlera principalement. Je n'ai pas dévoilé de quoi vous parler, simplement ça parlera d'un pays qui change de nom et d'un autre qui veut partir de l'Union européenne. J'ai presque rien dévoilé. Alors, les timides débuts de la campagne en France. Salut Calawan, salut. Alors G25, tu nous parles de greenwashing. Pourquoi pas? Pourquoi? Tu peux préciser? Est-ce que tu parles de greenwashing pour le Balloon Council ou juste pour les matériaux? Donc, alors, début de campagne, effectivement, la campagne quand même, elle commence doucement. Des fois, on a l'impression que les partis politiques parlent plus des municipales. Par exemple, Collomb est déjà candidat à Lyon. Tout le monde parle de la bataille de Paris, etc. Mais il y a quand même d'abord les européennes, sinon il n'y aurait pas cette émission. Et là, on sent un frémissement. Ça y est, là, les listes, ça commence les gens veulent se mettre en position. Et alors, donc, nous avons peut-être du côté de La République En Marche un début de mise en marche d'une campagne, puisque d'après le Figaro, ils ont leurs petites oreilles, il y aurait un directeur de campagne qui s'appelle Stéphane Séjourné, qui est aujourd'hui conseiller politique de Macron à l'Élysée et qui devrait devenir donc le directeur de campagne pour les européennes. Alors un directeur de campagne, c'est simplement le chef de la campagne, celui qui organise la campagne, qui arbitre les décisions, qui aussi est finalement celui qui va rendre les décisions sur le budget. C'est un poste très important, très stratégique, à la fois politique et logistique. Et donc c'est bien effectivement d'avoir à la tête d'une campagne quelqu'un qui connaît bien Macron en l'occurrence, un fidèle et aussi donc quelqu'un qui a déjà fait des campagnes et qui sait de quoi il s'agit. Alors JA25 c'est vieux, c'était pour le précédent du lobby. Voilà. D'accord, le lobby c'est un greenwashing, mais je crois qu'ils ne font même pas en sorte d'être de greenwasher. Simplement ils se présentent comme des gens qui se réunissent, qui vendent des ballons, qui se réunissent pour faire valoir les intérêts de l'industrie du ballon de baudruche, qui, vous le savez, génère beaucoup d'emplois en Europe. Mais revenons à Monsieur Séjourné, peut-être
futur directeur de campagne de la République En Marche pour les européennes. J'en profite pour remercier Xion Ji Wang qui vient de s'abonner à Twitch Prime. Merci à toi. Faites-le aussi si vous avez un compte Prime, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Oui, alors qui est ce Stéphane Séjourné? Donc là, derrière moi, hop, vous avez sa photo. C'est bon, je suis encore dans le cadre, oui. Vous avez encore sa photo et donc c'est lui. C'est lui. Et vous ne voyez pas tout. Il faudrait que je filme avec mon téléphone. C'est très dur de regarder sans sérieux quand Sylvain joue au serpent sur. Enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer. Sylvain était allongé sur le canapé pour récupérer quelque chose. Et c'est vrai que c'est du direct. Il fait partie de ce qu'on appelle la bande de Poitiers. Alors ce nom, en fait, pourquoi il est donné? Simplement parce qu'il s'agit de 4 personnes que vous voyez derrière moi qui ont été en colocation à l'époque ils étaient en fait au sein du MJS et de la... et voilà, le nom m'échappe, de l'UNEF, pardon, à Poitiers. Ils avaient une colocation et donc simplement, les liens se sont noués à ce moment-là. Et tout simplement, le nom est resté. Hein. Ils étaient en fait en droit à Poitiers, ils étaient en colocation. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés Sacha Houlier, Pierre Pierson et le 4e, dont le nom m'échappe, Guillaume Chiche, voilà, que je connais un peu moins. Et alors, ce Stéphane Séjourné est très politique parce qu'effectivement, il a commencé très jeune au sein des réseaux socialistes et strauss-kahniens. Et il a été aussi au cabinet de Jean-Paul Huchon. Quand il était président de la région Île-de-France, il a accompagné Emmanuel Macron au cabinet de Bercy. Et il s'occupait du maillage territorial pour la campagne de Macron à la présidentielle. Donc, effectivement, une pièce maîtresse du dispositif de Macron. Quelqu'un qui a l'habitude, connaît tout le monde, sait faire des campagnes et surtout sait faire des liens au local, ce qui peut être important pour une campagne électorale. Car au bout du bout, c'est les militants qui font campagne et ça, c'est toujours mieux d'avoir les militants avec soi que apathiques ou contre soi, n'est-ce pas? Bon, alors après, c'est pas sûr, hein, nous précise le Figaro, mais bon, c'est pour l'instant le seul nom qu'on a eu et c'est assez crédible. Bon, c'est pas vraiment de la campagne, c'est une espèce d'indiscrétion, c'est le nom que donnent les médias, des infos un peu exclusives. Mais on a quand même un début de campagne aussi du côté de Génération, qui a carrément publié dans Le Monde et envoyé aussi à tous les abonnés à sa newsletter, dont moi évidemment, hein, la tribune en version longue, une tribune qui s'intitule très joliment « Lettres aux orphelins d'une grande idée ». Alors, JA25, tu nous demandes la tête de liste. Alors, pour l'instant, il n'y a toujours pas de tête de liste de personne d'ailleurs, hein, à part ELV et le PC. Je ne crois pas que quiconque ait une tête de liste. Hein. Nous avons donc Yann Brossa pour le PCF et Yannick Jadot pour les Verts. Et effectivement, pour l'instant, ce sont les 2 seuls partis qui ont annoncé vraiment une tête de liste. Tous les autres sont en train de discuter, de réfléchir, de demander aux gens de se porter candidat. Parce que simplement, il n'y a pas eu d'annonce encore de tête de liste. Donc c'est normal si pour toi c'est un grand mystère, car c'est un grand mystère pour tout le monde en fait, encore actuellement. Mais c'est normal, hein, avant janvier, on a rarement les listes vraiment prêtes. Hein, les élections sont en mai. Et donc forcément, ça laisse du temps pour s'organiser, puisque ce sera une campagne très courte. C'est pas la présidentielle. Donc voilà, les gens attendent décembre et janvier pour montrer les listes, au moins les premiers noms plus définitifs. Bonsoir à toi, le Joge, bienvenue. Alors donc cette lettre ouverte de Benoît Hamon, donc intitulée « Lettres aux orphelins d'une grande idée ». La grande idée, c'est l'Europe en fait. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris en lisant ce texte, hein, qui est plutôt bien écrit, hein, peut-être un poil trop lyrique, mais ils ont mis les formes, ils ont fait des efforts. Pour une tribune politique, c'est plutôt agréable à lire. Et c'est clairement un appel à une alliance de gauche, hein, notamment les écolos. Je vous lis un petit passage, et à toi aussi, Lauvergnat Relou. Donc, face à des élites obsolètes et décadentes, la gauche n'a pas seulement le devoir de lutter contre sa funeste fragmentation et ses picro-collines querelles. Donc ça, c'est évidemment une allusion aux multiples listes de gauche. Hein. Elle a l'impérieuse mission de recréer l'espoir, de le faire revenir dans le cœur de notre peuple et de porter cette espérance au pouvoir. Je le dis respectueusement, mais sans détour, Benoît Hamon, hein, à la violence des ultralibéraux, Macron, et des ultranationalistes, Le Pen. Je vous fais une explication de texte. La réponse n'est pas la jouissive colère dégagiste, donc là c'est Mélenchon,
mais l'heureuse reconquête humaniste, pardon. Voilà. Et évidemment, en conclusion, alors là, attention, parler juste, penser loin, décider ensemble, hein, réaffirmer qu'à notre avenir, une grande ambition humaniste sont possibles. Je sens l'urgence chaque jour plus grande qu'il y a à redonner espoir à nos concitoyens, désenchantés par l'emprise négative des libéraux, toujours Macron, hein, et des populistes, toujours Le Pen. Le temps est venu que la gauche, alors attention, prenez note, écologiste, européenne, féministe, démocratique, fraternelle, donc il y a tout le monde, relève la tête. Et ça se conclut comme ça. Voilà, donc c'est évidemment un appel à se revoir et à sûrement faire des listes communes. Est-ce que ce sera suivi des faits? Je ne sais pas. Bon, il faut dire que le mode de scrutin des européennes, je vois que ça fait rire Sorbiou, j'espère que j'ai bien lu et que j'ai bien rendu le ton de Benoît Hamon et de ses plumes, bien sûr. Il n'a pas dû écrire ça tout seul. Effectivement, Matt Sugar, ça brasse large. Là, je crois qu'on a à peu près tout le monde, hein. Donc le mode de scrutin aux européennes, je vous rappelle, c'est la proportionnelle, un seul tour. Et donc c'est un site à se présenter tout seul et à tester des listes, à tester des idées électorales. C'est sûrement les élections, on a eu les alliances les plus what the fuck, les coups politiques les plus improbables qui marchent. Hein. Europe Écologie, par exemple, en 2009, mais aussi Philippe de Villiers et Charles Pasqua en 94, je crois, si je ne me trompe pas, ou 2004. Oh là là, peut-être 2004 plutôt. En tout cas, des alliances un peu bizarres qui prennent. Et il n'y a que aux européennes où on peut tenter des choses de ce style-là. Et par contre, eh bien, la perspective de voir plusieurs forces de gauche faire à peine plus de 5%, voire moins, ce qui signifie zéro élu, hein, puisqu'en dessous de 5%, vous avez zéro élu, et ben cette perspective, pour les forces de gauche, peut être assez effrayante. Hein. D'où la volonté de certaines personnes, de vouloir faire une union entre ces forces de gauche. Donc évidemment, ce serait... puisque Mélenchon, c'est hors de question, eh bien, plutôt, qui pourrait s'allier aujourd'hui? Le PCF avec les Verts, enfin ELV, le PS, et c'est à peu près tout, en fait. Donc G25 nous dit que je vois que le PSF peut vouloir s'allier avec eux, ça peut faire une alliance de circonstances pour dépasser les 5%. ELV va monter seul, et je vais passer avec Génération. Voilà, c'est un pronostic personnel. Oui, mais pour l'instant, tout le monde est un peu dans le flou, hein. Mathieu Gard nous demande si le NPA et Lutte ouvrière vont réussir à trouver un accord. Je crois pas, c'est pas l'ordre du jour, mais bon, ils sont vraiment maintenant réduits à des scores tout petits, hein, donc ça me paraît peu probable en fait. Tavman, tu veux savoir si Mélenchon peut s'associer avec Le Pen? Non, non. On n'est pas du tout là dans une optique à l'italienne actuellement en France, hein. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, hein, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est prévu. Plus les circonstances électorales ne sont pas les mêmes, le système n'est pas le même non plus, donc ça m'étonnerait que ça puisse se passer. Effectivement, alors G25, LO, LCR ont fait alliance quand c'était la Ligue communiste révolutionnaire. Ils l'ont fait au début des années 2000 et ça a été un joli coup d'ailleurs, ou dans les années 90, voilà aussi la vieillesse frappe, je mélange les décennies. Ils avaient fait alliance aux européennes, ils avaient eu un score très honorable, ils avaient eu des élus d'ailleurs, et mais ça n'a pas été renouvelé. Je pense parce que simplement ce sont des partis qui n'ont pas le même fond. Lutte ouvrière est beaucoup plus rigide et voire sectaire que la LCR et maintenant le NPA qui a un côté plus libertaire quand même. Donc forcément, je ne pense pas que ça puisse à nouveau arriver. Le gros gag, la France insoumise a-t-elle intérêt à faire bande à part? Oui, tout à fait. Et je pense qu'ils vont continuer tout seuls, hein, au contraire, réunir autour d'eux, tout simplement, pour faire un gros score. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, au moins 15%. Enfin, je pense qu'en tout, ce sera un échec. Et ils n'ont aucun intérêt à faire une alliance avec des tout petits. En tout cas, le reste de la gauche, la PS, Génération, les Verts, le PCF. Simplement, puisqu'au contraire, ils veulent que les gens viennent autour d'eux, agrégés autour d'eux, et donc faire un score en fait sur le nom de la France insoumise avec Mélenchon, qui que ce soit d'ailleurs en tête de liste. Voilà, ça c'était pour le début de campagne chez Génération. Donc une lettre ouverte. Et là cet après-midi, ils ont envoyé carrément un mail. Donc là je n'ai pas pu l'insérer dans la présentation. Donc on sent que ça carbure chez Génération. Un mail signé des deux alors je ne sais plus quel est leur terme exact. Oui, c'est vrai, Zurich le PS, mettre dans les tout petits, ça fait rire, mais ça va vite. Hein. Il y a 10 ans, j'aurais pas dit ça. Il y a 5 ans même, j'aurais pas dit ça. Mais là maintenant, vu les sondages, vu l'état électoral, vu l'état des forces, je le mets dans les petits à côté des verts et c'est très très rigolo.
vu tout ce qui s'est passé, de penser ça maintenant, en fait. Euh, donc, oui, où j'en étais? Eh bien, je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est fait, j'ai fini. Oui, si, voilà. Donc Guillaume Ballas et Claire Monod, qui sont co-secrétaires ou co-coordinateurs, je ne sais plus, de Génération, ont envoyé un mot pour en fait faire un appel à candidature. Donc vous pouvez candidater pour être sur les listes de Génération. C'est ouvert très large, hein, comme ils ont une adhésion qui est très très légère. Vous pouvez tout à fait vous porter candidat pour être sur la liste de Génération.s. Il n'y a pas de problème. Vous allez sur le site et vous pouvez être candidat. Si vous voulez d'ailleurs, vous laissez-moi votre mail, je vous forward la newsletter et vous aurez toutes les infos pour vous porter candidat à Génération. Alors j'en ai parlé rapidement dans Party Time tout à l'heure, mais donc les Républicains consultent. Hein, vous avez aussi une consultation qui est ouverte sur l'Europe. Ils ont vous pourrez répondre à des questions sur l'identité européenne, les frontières. Est-ce qu'elles sont bien protégées ou non? Qu'est-ce qu'il faut faire sur les meilleures priorités de l'Europe? Et donc, puisqu'on parle de droite, donc Machugar, est-ce qu'ils sont partis pour Néanzo ou pas? Droite. Alors, je pense que LR sera tout seul, UDI risque d'être tout seul, et Agir, je pense, sera avec En Marche. C'est probable. Mais là, j'avoue que je sais pas. C'est probable, hein, avec le Modem et En Marche. Ce serait logique, hein, mais l'UDI, je pense pas. Je pense qu'ils vont y aller tout seuls pour faire un petit score, se compter. Je sais pas, à ce niveau-là, j'en sais rien. On va suivre ça, évidemment. Et ils font cette consultation et ils ont déjà leurs 7 piliers. Hein, c'est 2 de plus que les 5 piliers de l'islam. 7 piliers sur l'identité européenne. Vous pouvez aller voir sur le site des Républicains, vous verrez. 7 piliers, j'en ai déjà parlé dans Party Time tout à l'heure, donc à la limite, vous pouvez aller voir le replay. Je fais de la pub et vous aurez tout sur la consultation de les Républicains pour savoir les questions qui vous seront posées et aussi donc ces 7 piliers. Et sinon, pour finir quand même, apparemment, alors moi je ne sais pas quoi en penser, l'idée de Ségolène Royal, tête de liste, fait son chemin au PS et dans les médias, donc on verra, on verra. Et tu as raison à Zurich, Rister qui entre au gouvernement, ça peut rendre difficile une liste Agir indépendante. Bonne réflexion. Donc ça met du grain à moudre sur l'alliance Agir, La République En Marche. Bien, je vois que ce Ségolène Royal inspire des personnes dans le chat. Ça va vous nous rappeler les élections de 2007. Hein. Quelle présidentielle quand même. Alors, cette semaine, on va parler du Portugal. On va commencer à parler de ce petit pays de 10 millions d'habitants sur la péninsule ibérique, hein, qui est entré dans l'Europe en même temps que l'Espagne en 86, pour l'élargissement qui a fait coïncider le nombre d'étoiles sur le drapeau avec le nombre d'États, hein, ce qui a fait croire d'ailleurs que quand il y aura des nouveaux États, on rajouterait des étoiles. Hein. Mais bah non, on n'en a jamais rajouté. En fait, c'est parce que 12, c'est le symbole de la perfection. Mais bon, on en parlera peut-être un jour du drapeau européen, justement. Alors, le Portugal, eh bien, les plus anciennes traces de civilisation retrouvées au Portugal datent du Paléolithique. Et non, je déconne. Hashtag Wikipédia. Donc, on va commencer simplement par la chute des successeurs de Salazar. Hein. Salazar, qui est le dictateur principal en fait du Portugal. Hein. Il a régné de 1932 à 1968. Hein. Au départ, il était que ministre des Finances, hein, mais pour faire court, il a réussi à obtenir les pleins pouvoirs face à la crise qu'il avait à gérer. Et donc, en fait, cette dictature qui s'appelait Estado Novo, hein, l'État neuf, a été renversée par un coup d'État militaire en 1974 qu'on a surnommé la révolution des œillets, parce qu'ils avaient mis un œillet à leur boutonnière ou sur les fusils, je ne sais plus exactement. Et donc ça a été la fin d'un régime qui existait depuis 1926 quand même. Donc un coup d'État de militaires qui n'en pouvaient plus des guerres coloniales de l'époque, hein, en Angola, au Mozambique, etc. Et par contre, qui ont institué un gouvernement civil et programmé très vite des élections. Alors c'est assez rare pour être signalé, hein, parce que en général, les militaires regardent le pouvoir. Hein. Vous prenez la Thaïlande, par exemple, ça fait depuis 2014 qu'ils attendent que la junte rende le pouvoir aux civils. Donc c'est bien, là, bravo les militaires portugais. Cette révolution, c'était un 25 avril, et depuis, donc c'est un jour férié au Portugal, qui s'appelle la fête de la liberté. Et il y a même un pont à Lisbonne qui s'appelait le pont Salazar, et hop, qui est redevenu le pont du 25 avril. Tout simplement, bien fait, Salazar. Donc, qui dirige aujourd'hui le Portugal? Ah, d'accord.
J'ai un message de la régie qui me demande d'arrêter de taper dans les mains. J'espère que j'ai pas rendu sourd des gens parmi vous qui m'écouteraient éventuellement au casque sur leur téléphone. Je ne sais pas comment vous regardez Acropolis sur une télé, sur un ordinateur, sur un smartphone. Donc aujourd'hui, qui dirige le Portugal? Eh bien, figurez-vous que c'est une coalition de gauche. Est-elle contre l'austérité? Pas si vite. C'est effectivement une coalition de gauche. Il y a des socialistes, les communistes portugais, oui, et le BE, Bloco Esquerda, je ne sais pas si je prononce bien, le bloc de gauche, tout simplement, dont le logo sur une Wii U, Max Sugar. Ah, ok, très bien. Bah écoute, bon courage. Donc le bloc de gauche, dont le logo a fortement inspiré le logo d'un petit parti en France qui s'appelle Ensemble. Ça me paraît assez flagrant. Et cette coalition politique, en fait, elle tient du miracle. Donc, le être relou, pour répondre à ta question, en fait, c'est le Parti socialiste, le Parti communiste et l'équivalent d'un bout de la France insoumise, en fait, qui gouvernent ensemble. Et cette coalition tient du miracle. Ça tient depuis 2015. Cette coalition doit beaucoup au talent politique, en fait, de Antonio Costa, qui était l'ancien maire de Barcelone, député aussi, et dont le parti, le PS, était arrivé aux élections législatives de 2015 en deuxième position, derrière la coalition au pouvoir à l'époque, qui était divers droite, quoi. Mais, en manœuvrant habilement, il a su convaincre donc, le PC portugais et le Bloco Esquerda de rejoindre sa coalition, donc enfin le PS en fait, de monter ensemble un programme de gouvernement et pouf, de prendre le pouvoir, et donc, et j'ai encore tapé dans les mains, et de devenir Premier ministre du Portugal. Et donc cette coalition, qui a été surnommée le machin par la droite portugaise, eh bien figurez-vous qu'elle tient depuis 2015. C'est vraiment miraculeux. Enfin, il n'y a pas d'équivalent en Europe actuellement. C'est sûrement le pays qui a le parti, peut-être avec la Grèce, le plus à gauche actuellement en fait. Tout le monde la regarde, avec étonnement ou envie, ça dépend où situé sur le spectre politique. Et elle marche surtout en tenant ses promesses, effectivement. Au début, ils ont arrêté l'austérité lourde en fait, mise en place par la droite portugaise après la crise de 2008 et 2011. Mais pour autant, ils ne sont pas sortis des clous budgétaires, ce qui impliquait d'ailleurs des choix parfois douloureux. Mais quand même, ils ont voté le rétablissement des 35 heures dans le secteur public, qui avait été annulé par le gouvernement précédent. Ils ont remis 4 jours fériés, ça fait toujours plaisir. Et ils ont aussi augmenté le salaire minimum, qui est passé de, tenez-vous bien, si vous avez des références françaises en tête, mettez-les à jour avec le Portugal, le salaire minimum qui est passé de 600 à 675 euros fin 2018. Donc c'est une grosse augmentation pour un salaire minimum, mais vous voyez que c'est quand même que à 675 euros. Alors, ils ont dû les Uber un peu en règle de lieu. Donc, pas tant que ça, parce qu'ils ne sont pas fait taper sur les doigts par la commission. Donc, ils ont plutôt tenu les clous. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait à budget constant. Ça a été très, très difficile. Mais ils ont récupéré des sous, parce qu'ils n'ont pas, justement, diminué certaines rentrées fiscales, en fait, tout simplement. Ils n'ont effectivement pas suivi les conseils de la Banque centrale européenne. Et d'ailleurs, leur économie va plutôt bien, enfin relativement bien. C'est pas non plus... Bon, voilà, il y a encore quelques problèmes. Et d'ailleurs, j'y viens. Ils ont divisé leur déficit budgétaire par 15. Ils sont à 0,2 pour le budget de 2019. Donc, loin en dessous des 3% de la barre en fait, fixée par les traités européens. Et leur chômage est repassé sous les 7%, le taux le plus bas depuis 2002. C'est pas mal. Donc le chômage des jeunes, qui était très élevé au moment de la crise économique, il est passé de 30% à 20%. C'était un des plus hauts niveaux européens. Donc 20%, ça reste très haut. Alors c'est évidemment les jeunes actifs, quand on parle de chômage des jeunes. Les jeunes étudiants ne sont pas pris en compte dans ce taux de chômage. Sinon, ça vous donne des taux colossaux. Donc là aussi, c'est le taux le plus bas depuis 2009, 20% de chômage chez les jeunes actifs. Donc c'est toutefois un chiffre à relativiser, parce qu'il y a beaucoup, comme en Grèce et en Espagne d'ailleurs, de jeunes qui sont partis. Ça se chiffre en centaines de milliers. Ils sont partis en Europe du Nord, ils sont partis aussi en Angola, au Brésil. C'est une population active qui a permis de diminuer, qui est partie et qui donc a diminué la population active.
Et notamment aussi la population qui vieillit a fait diminuer la population active, donc le chômage aussi a baissé de manière mécanique. Mais malgré tout, c'est une baisse quand même du chômage. Et comme le Vanat Relou nous le signale, il y a une fiscalité avantageuse pour les entrepreneurs riches étrangers, et les riches tout court, c'est vrai. Et par exemple, un Français qui s'installe ne paiera pas d'impôts pendant 6 mois. Donc si vous vous demandez pourquoi autant de Français s'installent à Lisbonne ou à Porto actuellement, eh bien, il y a tout simplement une raison fiscale, puisque c'est très avantageux de s'installer au Portugal actuellement. Parce que vous allez ne pas payer d'impôts. Bah oui, forcément, hein. Donc même si vous avez un salaire un peu moindre, eh bien, vu que les loyers seront moins chers, la vie est moins chère et que vous n'allez pas payer d'impôts, eh ben, forcément, c'est plus facile. Il ne faut pas chercher non plus très loin, hein. Et d'ailleurs, ça a posé d'autres problèmes. Puisque bon, il y a aussi déjà un manque de travailleurs formés, hein, ils ont un problème de formation professionnelle. Le salaire minimum a certes augmenté, mais il est toujours jugé insuffisant par les syndicats, et ça me fait rire parce que je l'ai lu sur une note de la Banque centrale française, leur soutien d'extrême gauche. On sent qu'ils ont eu un peu peur en l'écrivant. Oulala, il y a d'extrême gauche au pouvoir qui soutient les syndicats. Donc 675 € apparemment, on peut le comprendre, c'est pas suffisant pour vivre au Portugal, surtout dans les centres-villes comme Lisbonne et Porto, qui actuellement se gentrifient à vitesse grand V, notamment à cause du tourisme, mais pas seulement, c'est aussi un mécanisme qui existe dans toutes les villes européennes. Les centres-villes se rénovent et donc les gens viennent, ont plus d'argent et font monter simplement le niveau de vie, les commerces différents qui s'installent et les loyers augmentent. Airbnb et aussi une nouvelle population. Et pourtant, malgré tout ça, eh bien, donc oui, il présente un budget 2019 à l'équilibre et il ramène leur déficit public à 0,2% du PIB l'année prochaine contre 0,7 cette année. C'est pas mal. On peut me dire que ça tient du miracle. Donc une coalition de gauche qui arrive à la fois à tenir depuis 2015, alors qu'ils n'étaient même pas majoritaires, en tout cas ils n'étaient pas en tête aux élections au départ, enfin la composante principale de cette coalition. Évidemment maintenant ils sont plus nombreux, hein, parce qu'il y a 2 autres partis qui ont rejoint le PS, et qui tiennent les clous budgétaires, donc Bruxelles est content, et aussi qui arrivent à régler certains problèmes économiques. Comme on dit, une terre de contraste, le Portugal, donc tout n'est pas réglé, mais en tout cas, une expérience politique intéressante. Et donc bravo Fernando, non attendez, je ne vais pas dire de bêtises, je vais vérifier son nom à Monsieur Costa, son prénom, c'est, oui j'ai oublié, Antonio Costa, député, ancien maire de Lisbonne, plutôt populaire, ils ont même gagné des élections intermédiaires, donc ça veut dire que finalement, ça va quand même. Je ne sais pas si c'est un miracle, mais en tout cas, c'est politiquement intéressant et on va voir ce que ça peut donner à l'avenir au niveau européen. La péninsule ibérique finalement, le PS au pouvoir en Espagne, le PS au pouvoir au Portugal. Intéressant quoi. Voilà, fin du Portugal, 10 millions d'habitants et beaucoup d'expatriés français effectivement. Enfin expat, c'est l'Europe, hein, ils sont juste installés à Lisbonne finalement. Et ils y travaillent et parfois ils reviennent juste avant la fin des 6 mois pour ne pas payer d'impôts là-bas. Mais bon, c'est très bien pour le Portugal qui a plein de talents français comme ça qui peuvent faire des choses là-bas. Une seconde, je bois un peu d'eau s'il vous plaît. Ah, l'eau. Et je vais en venir à un sujet qui me tient à cœur personnellement, qui est donc la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, à l'heure où des chefs d'État en Europe et ailleurs d'ailleurs, et des leaders d'opposition, des leaders politiques en général, appellent à les pourrir partout ou les traitent de fake news. Donc, on va parler de la liberté d'expression. Il y a eu une affaire de meurtre assez horrible là, dont vous avez forcément entendu parler, Jamal Khashoggi, qui a été tué et même démembré, c'est absolument horrible, torturé, en plein dans le consulat saoudien à Istanbul. Alors c'est un cas extrême, mais on va profiter pour en parler. Quelle sécurité pour les journalistes en Europe, hein. Alors évidemment, d'après les classements de Reporters sans frontières, dont je vais tirer la plupart de mes informations là, pour cette partie-là, j'en profite pour les féliciter pour leur travail au passage, hein, parce que RSF c'est précieux. L'Europe est sûrement le continent le plus sûr pour les journalistes, hein. Les pays les plus dangereux, c'est évidemment les pays en guerre comme la Syrie ou l'Irak, hein, vous voyez sur la carte derrière moi. Mais donc évidemment aussi l'Afghanistan, avec quand même dans les pays les plus dangereux, 2 exceptions de pays en paix très dangereux pour les journalistes, hein.
Les Philippines, où le président Duarte a dit que la liberté d'expression ne protégerait pas les journalistes, il les a même traités de fils de pute. Comme ça, et oui, il est comme ça, Duarte. Et le Mexique, qui n'est pas dangereux à cause du gouvernement, en tout cas pas directement, mais qui est dangereux parce que simplement les narcotrafiquants tiennent des régions entières et là-bas, il est extrêmement dangereux de dénoncer la corruption auprès des autorités locales et de la police en général. Donc effectivement, comme tu le dis, Jésus du ciel, c'est dû au cartel qui assassine simplement, enlève, torture les journalistes et parfois aussi des blogueurs citoyens qui ont le mauvais goût et la mauvaise idée de simplement parfois exposer ou dénoncer ce qui se passe dans ces régions avec ces cartels, puisque donc les mafias n'hésitent pas à mettre à mort et à publier les photos des mises à mort, tout simplement, notamment dans l'état du Chihuahua, qui est sûrement le plus meurtrier. Donc ça, c'est les Philippines et le Mexique, deux exceptions d'états en paix, en tout cas pas de conflit armé, où la situation est très dangereuse pour les journalistes. Alors, vous ne voulez pas, mais il y a Pierre qui fait ah oui, c'est une paix très relative au Mexique avec les cartels de trafiquants, mais bon, techniquement, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre civile. Tu me diras tout à l'heure, alors, intéressant. On aura un débat. Mais malgré cette bonne situation en Europe, où le classement va de situation bonne, qui est le meilleur classement, la meilleure classification de RSF, à problème sensible pour une seule situation difficile, c'est la Bulgarie, j'y reviendrai tout à l'heure. Je ne parlerai pas de la Biélorussie, qui est une dictature aussi en Europe, elle n'est même pas dans l'Union européenne par ailleurs, donc c'est un peu hors sujet. Il y a quand même des problèmes. Donc là, derrière moi, vous avez la carte de la liberté de la presse dans le monde, vous pouvez aller voir sur rsf.org. Plus c'est foncé, pire c'est. Et vous avez des grosses zones en noir, notamment la Chine. Et effectivement, l'Europe est beaucoup plus claire. Et alors, hop, je vous mets l'Europe. Alors, juste quand même, la France, on est 33e au classement. C'est plutôt le bas du panier de l'Europe occidentale. Et alors, Malte, en quelle couleur? Eh bien, Malte est en... alors je vais devancer Matt Sugar. Malte est en 65e position au classement. Et donc, il doit être en orange comme la France. Et le Portugal aussi est très bien, effectivement, mieux que la France. Comme je dis, la France, c'est dans les mauvais élèves de l'Europe de l'Ouest. Vous voyez que par rapport à tous les pays allemands, scandinaves, on n'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche en fait? Eh bien, plusieurs choses. La trop grande concentration des médias aux mains d'un trop petit nombre d'acteurs économiques, ce qui est dénoncé notamment par la gauche française. Et ils ont raison par ailleurs. Il y a une espèce d'oligopole médiatique qui est en place, qui peut nuire à la concurrence et à l'expression d'idées différentes. Mais, et ça a moins fait plaisir à la gauche française, le RSF a aussi mis en cause la mise en cause croissante du travail des médias, qu'ils ont appelé le média bashing, par des politiques ou des personnalités médiatiques particulièrement virulentes pendant la campagne présidentielle. Donc là, évidemment, qui y vise surtout Mélenchon, mais aussi Le Pen. Les refus d'accréditation qui ont provoqué des levées de boucliers immédiates de la part de la profession. Alors, je ne sais pas s'ils pensent à Russia Today qui n'a pas été accepté par Macron. Je ne sais pas. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Donc, tu vois, ils accusent aussi un peu certains. Fillon aussi, J25, merci de le rappeler, j'avais oublié aussi. Voilà, Fillon qui avait dit qu'il y avait un complot politico-médiatique contre lui et contre sa femme. Et par contre, il y a eu quand même plusieurs assassinats qu'on pourrait qualifier de politique en Union européenne, sans élargir, bien sûr, ni à la Russie, ni à la Turquie, parce que la liste aurait été bien plus longue. Et donc, Malte, 65e au classement, une journaliste anticorruption, Daphne Caruana Galizia, qui a été en fait tuée dans sa voiture piégée. Elle avait révélé les dessous de la politique locale et elle avait provoqué en fait la tenue d'élections anticipées en 2017. Mais donc jusqu'à sa mort en fait et tout le temps de son travail de journaliste, elle avait subi beaucoup de pression en fait parce qu'elle tenait un blog qui s'appelait Running Commentary et elle avait travaillé sur des Panama Papers qui étaient des fuites de banques. Le Monde en France avait participé à ce sujet-là et elle avait 42 procès en diffamation sur elle au moment de sa mort en fait, puisqu'en fait c'est une méthode qui peut même exister en France d'ailleurs. Vous attaquez tous les gens qui disent du mal de vous
en l'attaquant pour diffamation, ça coûte forcément au bout d'un moment très cher en frais judiciaires et ça peut conduire au silence à votre sujet. Mais simplement, les gens qui n'ont pas les reins assez solides financièrement vont renoncer à parler de vous parce que simplement ils auront peur d'un procès, même s'ils savent qu'ils vont le gagner. Mais il faut quand même prendre un avocat et à chaque fois, c'est un coût supplémentaire que certains médias, certaines personnes ne peuvent pas assumer. Une méthode quand même qui est assez couramment utilisée. Voilà, pour Malte et cette journaliste, donc Daphne Caruana Galizia, qui a été tuée dans sa voiture piégée en Slovaquie. Là, c'est Jan Kuciak, qui était un journaliste d'investigation de 27 ans, qui a été tué avec sa compagne, en fait. Et en fait, il effectuait, à un moment de sa mort, un travail pour un site qui s'appelait actuali.sk, et sur les liens supposés entre le parti au pouvoir et la mafia italienne qui aurait détourné des subventions européennes. Et il n'avait pas fini un article qui révélait que le parti Smer, donc, qui est au pouvoir actuellement encore, en fait, était mis en cause. Et ça, visiblement, n'a pas été très profitable, puisque eh bien, ça a conduit à sa mort. Et par contre, ça a conduit aussi après à la démission du gouvernement et de nombreuses personnalités, et donc à la tenue de nouvelles élections. Mais par contre, c'est le même parti qui est au pouvoir actuellement. Et voilà pour la Slovaquie, qui, je le rappelle, donc est 27e, qui est mieux classée que la France, de manière générale, malgré pourtant cet assassinat de journalistes. Alors, plus délicat, alors, parce qu'on n'est pas... Enfin, on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément politique, mais quand même la Bulgarie, qui est 111e, le plus mauvais classement européen. C'est moins bien que certains pays des Balkans. Donc là, en fait, elle s'appelait, alors, la Bulgarie est mal notée, je voulais commencer comme ça, est mal notée parce qu'il y a beaucoup de corruption et une collusion entre les médias, les politiques et les oligarques bulgares, en fait, puisque 80% du réseau de distribution des médias est contrôlé par un seul groupe qui s'appelle New Bulgarian Media Group, qui a 6 titres médiatiques et qui contrôle donc 80% du total des médias bulgares. Effectivement, là, je parlais de la France tout à l'heure, mais là, c'est pire, c'est un seul acteur qui contrôle 80%. Vous imaginez bien que ça peut poser quelques problèmes. G25 nous dit que Fico a fait un discours en montrant une valise de billets pour récompenser les gens qui aideraient à remonter la trace du tueur. Ok. Ok, ça me fait penser à un film qui s'appelle Rançon, je crois, où le mec, il dit qu'il perd rien, mais il met les billets. Et ce sera pour la personne qui rattrapera, qui retrouvera son fils. Et donc ça, c'était le constat de RSF au début de l'année 2018. Et ensuite, il y a eu un meurtre de journaliste qui s'appelait Victoria Marinova. Elle a été violée et étranglée. Mais alors l'enquête a retrouvé un suspect qui s'appelle Severin Krasimarov, qui était en Allemagne. Et visiblement, il n'aurait pas de lien avec son travail de journaliste et les enquêtes que menait Victoria Marinova sur la corruption. Mais donc dans un talk show qui était neuf et qui s'appelait Show Detector, elle avait enquêté sur du blanchiment d'argent et mis en cause d'importants hommes d'affaires et politiciens. Donc l'enquête pour l'instant ne conclut pas un lien entre son travail et son meurtre, mais bon, évidemment, c'était difficile au moment de sa mort de ne pas faire le lien. C'est pour ça que je l'avais mise, même si effectivement, en vérifiant un peu là récemment sur ce qu'avait dit la presse sur cette mort, il s'avère que pour l'instant, le type a avoué, là, le suspect, il a avoué. Et visiblement, il n'y aurait pas de lien, ce serait ce qu'on appelle un meurtre crapuleux et sexuel. Peut-être qu'après, on va voir qu'il y avait un lien entre ce meurtrier. On ne sait pas encore, l'enquête n'est pas tout à fait terminée. Il y aura un procès, bien sûr, et on en saura plus. Mais bon, je voulais quand même parler de ces 3 journalistes qui ont été tués en Europe récemment. Parce que simplement, ça existe et je ne sais pas s'il y a d'équivalent en aussi peu de temps, autant de journalistes tués en Europe même. Alors que effectivement, on est quand même parmi les pays où la liberté de la presse est la mieux préservée quand même dans le monde. Alors Matt Sugart nous dit que l'Italie serait mieux notée que la France, alors que la France aurait tué. Oui, alors l'Italie n'a pas tué de journalistes quand même. Après, il faudrait voir entre les concentrations médiatiques qui doivent avoir un grand rôle dans les notes françaises et italiennes, pour le coup, parce qu'il y a aussi un problème de concentration de médias en Italie. Berlusconi, il n'est pas sorti de nulle part. Et... Sorbiou, tu demandes si la création d'un conseil de haute déontologie pour la presse en France serait montée dans le classement. Non, je pense pas. Parce que déjà, ce conseil de déontologie, je ne sais pas à quoi il servirait vraiment. J'ai pas très bien compris ce que je réclame en fait la France insoumise avec ce truc. Donc, à vrai dire, je suis pas certain que ça change quoi que ce soit. Et il est 19h15.
Pierre, il piaffe là, on dirait un cheval dans son box. Tu vas pouvoir venir. Viens donc. Pierre, branche ton micro. C'est fait, bravo, quel professionnalisme. Et donc, comme c'est comme ça que c'est fait le plateau, je vais laisser ma place à Pierre pour qu'il ait accès à ses notes. Et je t'en prie, viens donc t'installer. Merci beaucoup. Là, hop, c'était en direct. Assis-toi, non, tu ne vois pas ta tête en fait. Et donc, hop. C'est l'instant Taurillon. Voilà, il ne nous manque plus qu'un petit jingle. Je vais m'asseoir quand même. Il ne nous manque plus qu'un petit jingle. Bonjour caméra. Il ne nous manque plus qu'un petit jingle. Et bien, donc je t'en prie, je t'en laisse. Alors, tu cliques là pour avoir les slides suivantes. Et puis Okay, et là, tu scrolles pour avoir tes notes. Très bien. Je te C'est laisse, un ordinateur. Ton verre d'eau. C'est un ordinateur de style PC portable avec un trackpad. Tu verras. C'est tout neuf. Je jouais à mes FPS sur trackpad avant. La vache. Voilà, petite anecdote. Tu n'allais pas faire beaucoup de frags aussi parce que là, Bof. bof, ouais, je vois très bien. Alors, est-ce que... Ah, oh là, tu vois, Fimat te shame là-dessus parce que Acropolis nous fera monter dans le classement de RSF. Merci, Mathieu Gare. On n'est pas journaliste, nous, en fait, quand on n'a pas une carte de presse. D'ailleurs, la carte de presse, c'est à vie. Il suffit de l'avoir une seule fois et on peut l'avoir pour tout le reste de sa vie. Le numéro est à vie, mais par contre, si jamais tes revenus sont moins de la moitié de tes revenus totaux... Tu perds ton tu statut, perds mais ton pas ta statut, carte. ouais, exactement. Tout à fait, une nuance importante. Tout à fait. Du coup, devenez journaliste pendant 6 mois minimum. Ou 1 an, je sais plus. Comme ça, vous avez la carte, le numéro, et après, vous pouvez... ça fait une carte coupe-fil, en fait. Ouais, dans les parce que musées. la question fiscale, tu la perds quand même. Hein. Tu la gardes que quand Oui. tu es vraiment... bon. Mais du coup, Tout pour de les même. musées, c'est coupe-fil. Bon, bonjour Pierre. Bonjour Adrien, comment ça va? Bien et toi depuis la semaine dernière? Très bien. Bon alors, que vas-tu nous dire cette semaine? J'ai un peu dévoilé tes sujets sans trop en dire, je crois. Donc voilà, c'est l'instant Taurillon, comme vous pouvez le voir. Plusieurs sujets cette semaine, le budget de l'Italie par exemple, mais on en a déjà parlé rapidement, des négociations qui vont s'ouvrir à Chypre pour la réunification. Donc voilà, c'est un peu mon sujet et ça commence des deux côtés à discuter de fédération de manière assez forte. Il Donc, m'a pas tout dit, mais il me paraît que c'était ton... Enfin, tu m'as dit que c'était ton truc Chypre, alors je sais pas quel lien t'as avec Chypre, mais... j'ai travaillé dessus pendant 2 ans en fait. D'accord. Voilà. Et j'y suis allé, j'ai fait un stage l'année dernière pendant 6 mois. Ok. Voilà. c'est Très bien, bien. Mathieu Gore, maintenant tu sauras. Du coup, plein d'informations, mais cette semaine, on va se concentrer sur 2 choses. Alors, le Brexit, puisque la semaine dernière, il y a eu un sommet européen spécial Brexit, donc le mercredi 17, si je ne m'abuse, 17 octobre pour être précis. Et comme deuxième sujet ou premier, ça dépendra de l'ordre, je pensais plutôt commencer par le deuxième pour après avoir le temps sur le Brexit, puisque c'est très compliqué le Brexit. C'est pas comme ça du tout que j'ai organisé, mais c'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave. Et du coup, le deuxième, en fait, c'est sur la Macédoine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui s'appellera bientôt, peut-être, la République de Macédoine du Nord. Voilà, et donc on va discuter pourquoi. Tout d'abord, j'aimerais revenir justement sur ce que tu disais à propos de la guerre et le Mexique qui n'est pas considéré comme en guerre. Oui. Sauf que selon la géopolitique, notamment par exemple Stéphane Rosière et Lacoste, on peut définir une guerre comme étant un État est en état de guerre, un pays est en état de guerre s'il y a plus de 1000 morts violentes par an. D'accord. Donc en dehors de tous les crimes civils, on va dire. Et vite fait, en regardant, avant de venir m'asseoir, le Mexique, depuis 2006, oscille entre 56 000 et 100 000 morts par an. Oui, alors effectivement, oui. D'un point de vue purement vie quotidienne, je pense que tu vis en état de guerre quand tu es dans ce genre de zone. Mais comme RSF le jugeait pays en paix, je pense qu'il parle de conflits armés entre soit 2 factions en guerre civile ou 2 États, type Afghanistan ça ou Irak. ressemble beaucoup quand même au Mexique, mais Je suis vu que d'accord. c'est entre la police, enfin c'est plutôt des opérations de police et on dirait de la criminalité plus que vraiment un conflit, c'est pour ça qu'on ne le catégorise pas, mais les géopoliticiens considèrent que c'est un État en guerre. Je pense, oui, de toute façon. Voilà, Oui. niveau vie quotidienne. N'allez pas faire du tourisme au Chihuahua, quoi, évitez. Voilà, faites attention aux cars de bus qui disparaissent et qui crament avec 60 personnes dedans. Non, enfin, là, on blague, mais c'est absolument... Enfin, c'est horrible. Voilà, c'est vraiment... Donc maintenant, sur des sujets Allez, plus joyeux. Allez. Du coup, désolé, on va commencer par la Macédoine. C'est pas grave. Ça ne dérange personne. Quelle salade. J'espère que vous avez compris. Désolé. Désolé. Pardon le chat, j'espère que... Du coup, il faut juste que je retrouve la bonne slide. Sylvain me dit de sortir.
Heureusement, je suis pas à l'antenne parce que je suis à grosse goutte là. Voilà la Macédoine. Voilà, j'ai réussi à ne pas spoiler. C'est pas grave. Oui, très bien. Oui, ton schéma, de toute façon, je pense en 2 secondes n'était pas compréhensible. D'ailleurs, c'était le principe. C'est le principe. Alors, attendez que je retrouve mes notes parce que du coup, il faut que je me Elles déplace. sont toutes en bas. Un petit peu, bah oui. C'est du direct, hein, qu'est-ce que vous voulez, vous voyez, pas de filet. Je peux vous Voilà. dire qu'il scrolle très bien. Peut-être que dans les FPS, il y arrivait. Ah bah, je me débrouillais. Bah, hein, pas en mine de God rien. mode dans Doom, hein, ça c'est pas possible. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'important concernant la Macédoine récemment? Eh bien, vendredi dernier, donc le 19 octobre, le Parlement de Macédoine a voté aux 2/3, donc à la majorité des 2/3, 80 sur 120 au total, a voté pour le changement constitutionnel qui changerait le nom du pays en République de Macédoine du Nord. Alors du coup, c'est très positif. C'est quand Super, même mais une en bonne fait, nouvelle et ça fait suite au référendum qui a eu lieu, alors encore, attendez un instant, Ah, bravo. le 30 septembre. Voilà, j'ai du mal avec les dates. Du coup, référendum qui a eu lieu le 30 septembre. Pourquoi du Nord? Je viendrai dessus juste après, Sorbiu, justement, sur pourquoi ils ont dû changer de nom. Alors, tout d'abord, ça fait suite au référendum qui a eu lieu le 30 septembre. Et oui, en effet... Sorbiu me dit que c'est pour plagier la Corée. Peut-être, ouais, mais Voilà, exactement. pas tout à fait. Avec Pas un tout peu à fait. d'affinité politique. Non, non, pas du tout. Alors, le référendum qui a eu lieu le 30 septembre demandait « Êtes-vous pour l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN en acceptant l'accord entre la République de Macédoine et la République hellénique ?» Alors, République hellénique, pour les intimes, c'est le nom de la Grèce. Voilà. Voilà. Leur vrai nom. Hélas, Hélas, voilà. nom en grec de la Grèce. Tout à fait. Alors ce référendum avait recueilli 97% de oui, mais avec une participation de 36% sur tout le corps électoral, sachant qu'en Macédoine, du moins, pardon, en Arim, ancienne République yougoslave de Macédoine, il faut atteindre le quorum de 50%. Donc ce référendum, en soi, positif, mais pas très valide. Du coup, ça fait que les nationalistes qui s'opposent au changement de nom, qui veulent garder le nom de Macédoine, ont dit que bah, voilà, le référendum ayant échoué, il n'y a aucune raison que le Parlement vote du coup le changement de nom et la réforme constitutionnelle qu'il implique. L'a-t-il voté alors? Pardon, j'essaye d'avoir un peu de suspense là. Sauf que c'était la première info. Ah mais oui, je sais, mais... Donc du coup, voilà, ça n'a pas empêché le fait que le Parlement a voté quand même 80 sur 120, donc les 2/3, ce qu'il fallait. Tout juste, vous me direz, mais c'est un peu comme ça en politique, on s'arrange toujours pour avoir à un vote près, on s'emmerde pas trop à avoir plus. C'est ça. Et du coup, en fait, l'argument des pro-changement de nom disait que le référendum n'était que consultatif et que ça revenait au Parlement, puisque c'est un accord. Pardon, oui. Ça commence à parler d'Alexandre le Grand, Chermazou, bon. L'actuelle région de Macédoine de Grèce. C'est vrai, et d'ailleurs c'est justement un des problèmes, c'est que la Macédoine est à cheval, enfin la Macédoine historique est à cheval sur la Grèce et la Macédoine. Exactement. C'est ça. Alors, et je me rends compte d'ailleurs, pardon, mais la carte que j'ai mise à l'écran est vieille, puisqu'en fait il n'y a pas le Monténégro. Et là j'avais regardé s'il y avait bien la Macédoine, mais il n'y a pas le Monténégro. Voilà. Ah oui. C'est une carte qui date d'avant l'indépendance du Monténégro. Mais il y a quand même le Kosovo. Voilà, donc on pourra comme ça la dater assez facilement, mais bon voilà, c'est la petite Très intéressante. parenthèse. C'est voilà, pour aller chercher des cartes sans trop vérifier, et en même temps on se retrouve avec un truc un peu daté, c'est pas grave. Alors du coup, voilà, pourquoi changer de nom? Alors, c'est un problème qui s'est posé du coup en 91 à l'indépendance de la Macédoine, puisque la Macédoine faisait partie de la Yougoslavie. D'où le fait qu'on l'appelle Ancienne République yougoslave de Macédoine. Enfin ça, c'est seulement la France et quelques autres pays qui ont accepté de l'appeler comme ça à l'ONU pour ne pas avoir de problème avec la Grèce, puisque la Grèce considère que ça pose énormément de problèmes. FYROM en anglais, voilà, Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Salut Joby 00 ou Joby O. Salut à toi, Joby. Alors du coup, la Macédoine, en fait, la Grèce n'aime pas l'idée qu'un pays s'appelle Macédoine pour la simple et unique raison, en fait, qu'il y a une région en Grèce qui s'appelle déjà Macédoine. Donc c'est la région qui se trouve ici, avec la Thessalonique ici, voilà. Et en fait, le problème pour la Grèce, c'est que ça donnerait des velléités aux Macédoniens pour
prendre le contrôle de la Macédoine grecque. Ça le fait pas trop. Bon, on peut dire aussi que c'est un peu une réflexion qui date d'une autre époque, de considérer que par un nom, on va prendre contrôle d'un autre territoire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Grèce, ils sont particulièrement nationalistes, particulièrement attachés à leur histoire ancienne, à leur histoire antique. Ce qui fait que pour eux, Alexandre le Grand est grec. Alors, c'est tout un débat historiographique. Que nous n'aurons pas ici ce soir. Hein, voilà, je ne veux pas rentrer dedans, mais venons-en simplement à l'identité macédonienne actuelle. Alors, un des arguments des nationalistes grecs, qui se vaut, on pourrait le dire, c'est que les Macédoniens parlent une langue d'origine slave avec un alphabet cyrillique, tout à fait. Qui du coup n'est pas l'alphabet grec que du coup, les Macédoniens grecs utilisent puisqu'ils parlent grec. Voilà. Même si c'est un patois un peu comme en Allemagne avec des différences entre les régions. Mais du coup, voilà, c'est vraiment cette idée que... Alors oui, Cyborg Weasel. C'est vrai que les Balkans ont des frontières super stables. Depuis 95, elles sont stables, non? Plutôt, à part du coup le Monténégro et le Kosovo. Oui, mais leurs frontières n'ont pas trop bougé. Exactement. Mais intéressez-vous, alors, parenthèse sur le Monténégro et le Kosovo, alors je ne sais plus lequel des deux ça concerne. Ah, c'est le Kosovo, oui. Il y a des histoires de frontières, une histoire de frontières qui concernent des rues de villages, quoi. Parce qu'il va falloir qu'ils redéfinissent parfois des frontières, et parfois ça se joue sur un village de 150 habitants, ou alors des quartiers, selon que la population est majoritairement kosovare ou serbe, et je pense pouvoir dire que ça doit pourrir la vie des gens là-bas d'ailleurs, parce qu'en fait, ils se retrouvent à changer de pays. Donc il y a des négociations actuellement pour peut-être fixer les frontières différentes un peu au Kosovo, entre la Serbie et le Kosovo, en village par village, quoi. C'est un travail de fourmi. Je suis content qu'on n'ait pas ce genre de problématique en France avec nos voisins, parce que ça soulève des questions compliquées, quoi. C'est un peu comme si, je sais pas, si on avait une région qui s'appelait le Jura en Suisse et qu'on gueulait parce que... Il y avait le Jura, notre propre Jura, ou le Doubs, je sais pas. Il y a le Jura en Suisse. En plus, il y a un Jura. Oui, il y a le Haut-Jura ou quelque chose comme ça. Oui, bon. Mais voilà, on n'a pas non plus. On est déjà passé par prendre un morceau de la Suisse, on n'a pas trop apprécié. Enfin, les Suisses n'ont pas trop apprécié, du coup, on est calme maintenant. Bon, alors laisse Genève, c'est bon, allez. Voilà, quand même. Sympa. Oui, The Taveman, exactement. Mont-Saint-Michel et Breton, voilà, exactement. Donc son identité, mais pas son lieu de résidence, malheureusement. Et alors Sylvain nous dit que le canton du Jura se situe dans le massif du Jura, au nord-ouest de la Suisse, et fait partie de l'espace Mittelland. C'est quoi? C'est un truc commun avec la France, c'est ça? Non, j'avoue là, C'est un canton suisse, le Mittelland, d'accord. C'est un petit canton au nord-ouest. J'ai essayé de m'intéresser une fois vraiment à la Suisse, comment c'était fait, j'ai rien compris. Il y a beaucoup de cantons et c'est un système assez particulier. Oui. Bon, alors revenons-en. Finalement, les Balkans, c'est simple. Voilà, un Balkan, c'est plus simple que la Suisse. Alors du coup, il y a ce problème de nom, qui est un problème, on va dire, majeur. En tout cas, la Grèce a du coup toujours refusé qu'un pays existe qui s'appellerait Macédoine. C'est par là. Pardon. Du coup, la Grèce, en fait, a mis son veto à l'adhésion, à l'existence même de la Macédoine au sein de l'Organisation des Nations Unies, ce qui ensuite a impliqué le fait qu'en mettant son veto à l'existence de la Macédoine à cause du nom de Macédoine, la Macédoine ne peut toujours pas intégrer ni l'OTAN ni l'Union européenne, sachant que la Grèce est membre de ces deux institutions et que dans les deux institutions, elle a un droit de veto. Normal. Du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu un accord qui a été trouvé entre le Premier ministre Zoran Zaev, Premier ministre de la Macédoine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Et, allez, on est entre nous, c'est bon. Et le Premier ministre grec, donc Alexis Tsipras. Et donc, ils ont trouvé un accord qui demandait du coup le changement de nom et qui impliquerait une réforme constitutionnelle pour changer le nom de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en République de Macédoine du Nord. Ils ont choisi parmi plusieurs noms, en fait, et ils se sont arrêtés à Macédoine du Nord, ce qui permettait de montrer vraiment qu'il y avait une distinction entre la Macédoine, la vraie, et la Macédoine, donc, voilà, exactement, et la Macédoine du Nord, qui serait donc une autre Macédoine, un autre endroit de la Macédoine.
Et du coup, cet accord qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, en juin, il a besoin d'être ratifié des deux côtés, parce que voilà, c'est un accord international entre deux démocraties, ce qui fait que les parlements ont besoin de ratifier l'accord. D'un côté, on a eu ce référendum le 30 septembre en Macédoine, qui, comme vous le savez, voilà, n'a pas forcément très bien marché à cause du nombre de personnes, du nombre trop restreint de personnes qui sont allées voter, malgré le fait, en fait, qu'il y a plusieurs personnalités de l'Union européenne, par exemple Angela Merkel, qui s'est rendue sur place pour aider Zoran Zaev à aller voir les Macédoniens et les encourager à aller voter, puisque tout le monde savait à peu près que le oui allait l'emporter, mais la question c'était de savoir combien de personnes allaient voter. Du coup, c'est pour ça que l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne sont, à titre individuel, allés vraiment encourager les gens simplement à aller voter. Ça a dû faire plaisir à la Grèce. Ça a donné lieu d'ailleurs à d'énormes manifestations à la fois en Grèce mais aussi en Macédoine, puisque si le Premier ministre macédonien a fait le pas en avant, a même proposé de renommer des rues en Macédoine du Nord, parce qu'elle portait le nom par exemple d'Alexandre le Grand, voire même de changer le nom du grand aéroport international de Skopje, la capitale, qui s'appelle Alexandre le Grand. Du coup, le Premier ministre a proposé de changer le nom pour faire plaisir à la Grèce, pour encourager les Grecs à ne pas être trop opposés à cet accord. Mais il y a eu des manifestations assez massives à Thessalonique, qui est un peu le repère des nationalistes grecs, puisque c'est une région qui a hébergé énormément de réfugiés de la guerre d'indépendance de la Turquie. Donc en 1923, tous les Grecs du Pont et de l'Asie mineure sont C'est-à-dire ceux qui étaient de l'autre côté de la mer Égée, en fait. Exactement, sont allés se réfugier, sont allés s'installer autour de Thessalonique, ce qui fait que c'est en fait le noyau dur du nationalisme grec. Oui, précisons, parce que quand même, avant que la Grèce soit uniquement du côté européen, donc si vous regardez la carte, remets sur la carte plutôt Sylvain, parce que là, pour le coup, si vous regardez la carte qui est derrière Pierre, vous verrez que... voilà, merci Pierre. La partie turque faite sur la mer Égée au début du XXe siècle était à la Grèce, tout simplement. Et par exemple, quelqu'un comme Édouard Balladur en France était né à Smyrne, qui est devenu Izmir après, quelque part par là, voilà. Et il était né à l'époque, c'était la Turquie, mais enfin c'est la Turquie aujourd'hui, mais à l'époque c'était la Grèce. Et évidemment, en fait, c'était grec à l'époque. C'était grec, ottoman. Oui. La Grèce, d'ailleurs, s'arrêtait ici. Exact, merci pour la précision. Mais c'était grec, c'était vraiment... Et quand ils sont échangés les territoires, en fait, ça a conduit à des mouvements de population assez conséquents, et des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont dû changer de côté. Sûrement très sympa aussi. Du jour au lendemain, avec des mecs armés qui te poussent à le faire. C'est ça, voilà. À mon avis, un grand moment en famille sympa. 5 sur 5, would recommend. Du coup, ils sont allés s'installer dans cette région. D'accord. Et du coup, c'est là que se situe notamment la contestation nationaliste. Sauf qu'il n'y a pas que les nationalistes grecs qui ont pris les rues et tout. Il y avait aussi le parti communiste grec, qui est nationaliste aussi, puisque en Grèce, à peu près tout le monde est nationaliste, en fait. Je m'excuse envers tous les Grecs pour avoir dit ça. Mais la Grèce est quand même un pays qui a un passé qui est très réutilisé, qui est très réaffirmé en tant que peuple martyr des Turcs. Et du coup, ça donne lieu à un nationalisme assez exacerbé en Grèce à l'heure actuelle, tout comme en Turquie. Ils ont un système scolaire qui renforce le nationalisme, ce qui pose problème à Chypre, par exemple. D'accord. Et du coup, pour revenir que de teasing pour la fois, on va parler de Chypre, dis donc. Du coup, pour revenir à la Macédoine, il y a aussi Nouvelle Démocratie qui s'est positionnée contre le... C'est un parti grec, hein. C'est un parti grec, pardon. Donc il y a le parti Nouvelle Démocratie, qui est un des anciens partis grecs qui date des années 50 ou 70, donc après une des dictatures qui a eu lieu en Grèce, qui... pour la faire courte, c'est un peu l'équivalent des républicains aujourd'hui. C'est la droite qui va chercher large. Okay. Du coup, voilà, avec des nationalistes, avec des moins nationalistes, avec plus à droite, moins à droite, etc. C'est en gros le parti démocrate qui a permis le retour de la démocratie. Et du coup, ils sont très attachés à leur patrimoine, à leur histoire, et ils se sont positionnés contre l'accord.
Et tout ça, ça pose un petit peu de problème, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est que les deux États ratifient le traité. Pour l'instant, on a parlé de la Macédoine du Nord, enfin future Macédoine du Nord, qui a accepté, qui a voté et tout, ça va être fait. Bon, ça va prendre un peu de temps, mais c'est prévu, c'est bon. Mais maintenant, il faut encore que les Grecs y votent pour, enfin que le Parlement grec vote pour le traité, pour le ratifier. D'accord, c'est un traité entre les deux pays qui va devoir être ratifié par les deux pays. Et donc ça veut dire qu'après, la Grèce pourrait lever son veto sur la candidature de la Macédoine, par exemple, à l'Union européenne. Exactement. D'accord. Et hello Matella, salut à toi. Salut. Du coup, voilà, ça nous amène à la candidature. Comment est-ce qu'on devient un pays européen? Alors en étant en Europe, mais surtout comment devient-on un État membre de l'Union européenne? Alors, c'est un processus un petit peu compliqué, puisque, bien sûr, on ne rentre pas dans l'Union européenne en claquant des doigts. Beaucoup d'États en ont fait l'expérience, 22 pour être précis. Et en ce moment, puisque les 6 premiers, du coup, n'ont pas eu à adhérer. Alors, Sorbiu, oui, tu fais bien de rappeler, je vais préciser... Sorbiu n'a pas compris exactement ce qu'était le traité, d'accord. Du coup, le traité, ça impliquait que l'ancienne République de Macédoine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine change de nom, passe au nom de République de Macédoine du Nord, en échange de quoi la Grèce lèverait son veto à l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN et à l'Union européenne. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. D'un côté, on change de nom, de l'autre, on arrête de faire chier. Enfin, on arrête de mettre un veto vieux de 30 ans maintenant pour des questions nationalistes qui remontent à 2000 ans. Voilà, exactement, 2300 ans. 2300 ans. Voilà. C'est pas tout jeune. Par contre, ce que je te propose, Pierre, c'est que là, tu vas nous parler de conditions d'entrée dans l'Union européenne. C'est long, il est déjà 19h36 et tu voulais parler du Et si tu vas avoir le temps d'en parler, je pense qu'il faut que tu passes directement à ça et qu'on se garde comme on entre dans l'Union européenne pour, non pas la semaine prochaine, mais la prochaine émission, le 7 novembre, je crois. Oui, c'est ça. Le jeudi, la semaine du 5. Voilà, un jeudi qui viendra, voilà, mais le pas, jeudi, pas le suivant. Merci, Argénide. Le 8 novembre, merci. Oui, car il n'y aura pas d'émission il n'y a pas d'émission le 1er novembre parce que c'est férié et que je serai en vacances. Et que normal quoi, s'il vous plaît. Et comment dire oui, je propose de mettre ça de côté, on en reparle une prochaine fois, comme ça on aura le temps d'en parler, pas seulement pour la Macédoine. Et comme ça tu vas me parler du... Je te laisse dire ce que tu veux évoquer. Alors oui, je ne pensais pas être aussi long sur la Macédoine, mais c'est un sujet très intéressant. Alors Mathéla nous dit qu'on a appris que la Macédoine n'était pas qu'une salade. Très très bien, clap, 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 je l'ai faite tout à l'heure. J'ai cassé les oreilles de Sylvain. Alors, Sorbiu qui demande pourquoi ils sont contre que leurs voisins changent de nom. Ah bon, c'est bon, Cyborg Bisalto a répondu à Sorbiu. Voilà. Oui, alors sinon, c'est parce que simplement la Grèce a une province du même nom et a peur que la Macédoine ait des velléités sur cette province. Et tout ça, c'est des histoires de vexation nationaliste croisés depuis 2000-2300 ans, parce que simplement c'est des endroits où les frontières ont beaucoup évolué et où effectivement, historiquement, la Macédoine c'était un peu plus gros que l'État actuel appelé Macédoine, et qui était en partie d'ailleurs sur la Grèce et un peu autour également. Voilà, c'est un peu comme si la France a continué à avoir des velléités sur, je sais pas moi, la Sarre qu'elle avait envahie sous Napoléon, ou je sais pas moi, le Val d'Ost en Italie, voilà, ou que l'Espagne voulait récupérer une partie du Pays Basque, ou je sais pas, l'autre partie de la Catalogne, et que Perpignan soit espagnol. Par exemple, tous ces petits conflits transfrontaliers, enfin frontaliers, qui font le sel des relations internationales dans des zones ailleurs qu'en Europe, finalement, c'est le quotidien de pas mal de pays. Hein. Regardez les frontières ailleurs qu'en Union européenne, et ben souvent il y a des petits problèmes un peu partout, quoi, où ça pinaille et on ferme des postes frontières parce qu'on n'est pas d'accord, on les rouvre 2 semaines plus tard. Enfin, pardon, ou que l'Alsace redevienne française. Fimad, bravo. On rigole. On rigole. Je trouve que la question de Sorbiu, en fait, est un peu plus subtile. Puisque c'est pourquoi ils sont contre que leurs voisins changent de nom. Et du coup, oui, en effet, puisqu'on pourrait se dire, s'ils changent de nom, tant mieux pour tout le monde, puisque le problème se fait sur le nom. Oui, mais sauf que il leur dit, si vous ne changez pas de nom, nous,
on ait un veto sur tout votre Mais du coup, développement international, en fait. pourquoi est-ce que la Grèce a des chances de ne pas voter massivement pour ce changement de nom? Je pense que c'est parce qu'il y a encore le nom de Macédoine dedans, et aussi parce que c'est des questions de nationalisme où la Grèce est intervenue, voire même militairement en Macédoine, lorsque la Macédoine a eu une guerre civile qui n'a pas duré très longtemps, au tournant des années 2000. Voilà. Ah oui, il y a eu quelque chose comme ça, d'accord, j'avais Ouais, oublié ça. la Grèce a financé des Albanais en Macédoine. Et après, ils se sont rendus compte que c'était trop déstabilisé. Du coup, ils ont envoyé des hélicoptères à la Macédoine pour combattre la Mais milice quelle albanaise. bonne idée, on va gratter une allumette sur de la poudre et après s'étonner que ça prenne feu. Très bien, bravo la Grèce. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Sorbiu, du coup. Mais si vous avez plus de questions un peu plus techniques, je suis maintenant sur le Discord d'Acropolis. Sorbiu te remercie, donc je crois que tu as bien répondu à sa question. Voilà. Et donc, on passe à ce magnifique sujet passionnant, plein de rebondissements. Avec un très beau schéma que tu viennes en arrière par Pam contre. pam, le Brexit. Oh mon Dieu. Alors, pourquoi ce schéma? Ce schéma explique tout simplement ce qui se passera s'il n'y a pas de deal. D'accord. Voilà, donc celui qui arrive à comprendre ce schéma à cette distance-là, parce qu'il a fallu quand même qu'on le découpe pour voir que ça tienne, du coup je le félicite fortement. Et donc on va revenir pas à pas sur ce que c'est que le Brexit et où on en est surtout, puisque c'est ça qui importe. Nous sommes là pour parler d'actualité, puisque la semaine dernière, mercredi 17 octobre et jeudi 18 octobre, ont eu lieu pendant 2 jours des sommets européens. En premier pour parler du Brexit avec Theresa May, donc l'actuelle première ministre conservatrice du Royaume-Uni, et le 18 le lendemain pour parler d'autres choses à 27, mais aussi parler un petit peu du Brexit en conséquence de la discussion de la veille. Alors, qu'est-ce qui sort de ce sommet européen? Rien. Voilà. Pour moi, c'est simple. Tout à fait. C'est simple, mais en même temps, c'est relou, hein, pour le dire simplement, puisque ça patauge toujours, sachant que normalement, ce sommet européen était prévu pour que Theresa May présente le deal qui ensuite sera accepté d'ici novembre, avant d'entrer dans la phase où le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne, donc le 29 mars 2019. C'est demain, quoi. En Voilà. fait. Et donc au sommet où c'était supposé être bonjour, voilà le magnifique deal sur lequel on a planché pendant 2 ans, c'est soldé par ouais, en fait on n'a pas de solution, mais on fait preuve de bonne volonté. Donc ça pose un peu problème. On est bien content. Voilà, au moins ça change du coup du sommet de Salzbourg qui a eu lieu à Salzbourg, c'est la seule En information Autriche. que j'ai notée. C'était une année de 2018. C'était Je n'ai pas lu ces notes, hein, c'est pour ça que je... Alors, le sommet Salzbourg de se vit dans l'Autriche, dans qui a les eu lieu- montagnes. Vas-y, je t'en Voilà, prie. tout à fait. Non, le sommet de Salzbourg qui a eu lieu en septembre, je ne pourrais pas vous donner la date exacte, je suis navré, où en fait, notamment en suivant la position d'Emmanuel Macron, donc président de la République française actuellement, les 27 États membres ont fait front commun face à Theresa May qui était venue présenter son plan Checkers, dont on discutera après. Puisque c'est la dernière information en date. Et maintenant, je vous propose de remonter un petit peu en arrière pour voir les grandes étapes du Brexit, pour essayer d'éviter de sauter des informations et se concentrer que sur l'actualité qui est déjà bien complexe. Et qu'on comprenne, quoi. Voilà. Alors, T'as 3 minutes, vas-y. Youpi. Tout d'abord, commençons par ce référendum qui a eu lieu le 23 juin 2016. Référendum pendant lequel 51,9% des Britanniques se sont exprimés en faveur du Brexit. Leurs opposants, opposants, ceux qui étaient contre le Brexit et qui sont toujours contre le Brexit, s'appellent les Remainers en accent français, ou Remainers si je sais pas. Ceux qui veulent rester, quoi. Voilà, exactement, ceux qui veulent remain. Donc, il y avait les Donc, Brexiters contre les Remainers, quoi. Exactement, et ce clivage existe encore aujourd'hui. Merci. Les resteurs. Le 20 septembre. Oui, les resteurs, tout à fait. Les resteurs. Alors, ce référendum est venu en fait après pas mal de troubles en fait entre Cameron, l'ancien Premier ministre britannique, lui aussi conservateur, et l'Union européenne, où il voulait quelques délégations de pouvoir au niveau du Parlement britannique plutôt que du Parlement européen, et il voulait un peu
plus de trucs un peu style Thatcher avec I want my money back. Sauf que ça n'a pas vraiment marché. L'Union européenne, le taux de participation était de 75%, enfin autour de 75%. Du coup, il me semble, il y avait quand même une participation assez importante. Mais enfin, tout a commencé parce que David Cameron avait fait une promesse en fait s'il gagnait, de simplement provoquer un référendum sur oui ou non doit-on rester dans l'Union européenne. Exactement. C'est parti de là en fait, promesse électorale. Ayant des problèmes internes et n'arrivant pas à faire changer les institutions européennes, Cameron exactement a dit écoutez, vous savez quoi, on va faire des élections et si vous m'élisez à nouveau, bah, du coup je vous écoute et on fera un référendum pour que la voix du peuple britannique soit entendue. Il gagne les élections, il est reconduit à la tête du Parti conservateur et donc le Parti conservateur est en majorité du Royaume-Uni. Et arrive le référendum le 23 juin 2016, après une campagne violente même, atteignant la violence extrême quelques jours avant le vote, avec la mort d'une députée britannique. John Cox, c'est ça. Ouais. En fait, j'en avais parlé dans une autre émission. J'ai l'impression que j'ai vu, j'ai étudié ce truc, c'est pour ça. Et bah, du coup, surprise générale, sauf pour 2-3 banques qui avaient prévu le coup, et bah, le Brexit l'emporte. Ce qui, du coup, cause une panique totale. Cameron qui démissionne, puisqu'il n'a pas arrêté de dire si le Brexit passe, je démissionne, puisque après tout, vous m'avez élu pour qu'on fasse un référendum, mais que le référendum rate, puisque je suis là pour rester dans l'Union européenne, etc. Donc Cameron s'en va. Theresa May prend le pouvoir au milieu d'un parti conservateur qui commence à se fighter dans tous les sens. Et les négociations commencent le 29 mars 2017, donc presque un an après le référendum, le temps que les choses se mettent en place. Elles se sont surtout mises en place du côté européen, qui a très très rapidement nommé Michel Barnier en tant que représentant de la Commission européenne pour les négociations du Brexit. Super Barnier. Exactement. Guy Verhofstadt pour le Parlement européen, et pour le Conseil, je ne sais pas, puisqu'on n'en parle absolument jamais. Du coup, les négociations ont commencé, pas super bien. Puisqu'il n'y avait pas grand-chose de prêt en fait, du côté britannique. Du coup, Theresa May se dit vous savez quoi, hein, ça a tellement bien marché pour Cameron, pourquoi pas faire la même chose, on va faire des élections anticipées. Et du coup, ce qu'elle voulait pour ces élections anticipées, bah, c'était se retrouver avec une majorité forte pour pouvoir négocier en position de force le Brexit. Sauf que, pas de bol, les conservateurs atteignent 318 sièges sur 650. Un tout petit peu, il en manque donc 8 sièges pour avoir la majorité. Alors, le Labour, voilà exactement, l'Auvergnate relou, il met le bordel et s'en va. Et pour Theresa May, on pourrait dire qu'elle met le bordel et met le bordel. Voilà. Par contre, Nigel Farage a mis le bordel, est parti. Boris Johnson a mis le bordel, est parti. Du coup, voilà, c'est un peu, on va dire, le propre des politiques britanniques autour du Brexit. C'est une situation tellement compliquée que si on veut garder sa place, il vaut mieux pas trop toucher au Brexit. Ce qui pose problème du coup pour tout le monde, puisque le Brexit, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. C'est quand même le sujet, quoi. Voilà. Alors du coup, il pourrait annuler cet article 50 là et dire écoutez, non, vraiment là, c'est n'importe quoi, on peut plus. Ah, tu brûles toutes les étapes. Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Tu vois que j'ai pas lu tes notes vraiment. Alors du coup, le vote assez compliqué. Le UKIP perd 10%. Enfin 10 points de pourcentage, sachant qu'ils étaient à 10% aux élections précédentes. Ils sont laminés, quoi. En gros, ils passent à 0 siège. Et du coup, les conservateurs, les Tories, sont obligés de s'allier avec le DUP, Democratic Unionist Party, donc le parti démocrate unioniste. Et c'est un parti nord-irlandais. Et il faut savoir que les nord-irlandais, lorsqu'ils disent unioniste, ça signifie Royaume-Uni, l'union avec le Royaume-Uni. Voilà. Sinon, les autres, on les appelle les républicains, à l'exemple du Sinn Féin, qui lui a récupéré 7 sièges. Et dont le nom est en gaélique d'ailleurs. Exactement. Vous pouvez marquer son appartenance à la République d'Irlande, mais dont la langue officielle n'est pas l'anglais, mais le gaélique. Hein, ce qui fait que si les Anglais partent, on n'a plus de pays avec la langue officielle qui serait l'anglais. C'est vrai, mais c'est une langue de travail. Oui, exactement. C'est une langue qui est reconnue quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on se retrouve avec les conservateurs qui ne peuvent pas diriger seuls et qui sont obligés de s'allier avec le DUP, qui est un parti qui est à fond pour que l'Irlande du Nord reste britannique, point barre.
Et ça fout un petit peu le bordel. Ensuite, on avance un petit peu, ça patauge dans les négociations. On se rend compte que en fait, le plan de négociation des Britanniques tient en une page vierge, puisqu'ils n'ont absolument rien prévu. Theresa May se retrouvant à devoir se battre contre ses propres partisans pour rester à la tête des conservateurs et surtout être la personne en charge des négociations. Bien qu'il y ait un ministre du Brexit qui gère les aspects assez techniques, etc., Theresa May a passé plus d'1 an pour être la négociatrice en chef du Brexit, puisque beaucoup de personnes dans son parti se tiraient la bourre pour être la personne du Brexit. Du coup, ça nous emmène au 13 décembre 2017, où le Parlement britannique, avec les conservateurs aussi, décide de voter à la majorité assez écrasante le fait que le Parlement votera l'accord final. Alors qu'au départ, c'était un accord entre le Premier ministre et l'Union européenne. Là, le Parlement a dit « Oh, wow, wow, nous sommes l'émanation du peuple. Vous dites que c'est pour le peuple que vous faites le Brexit. Du coup, le Parlement votera. » Et là, oui, ils donnent leur avis, quoi. Voilà, et c'est un point important pour revenir à ta question, puisque c'est cette question de oui, mais que veut le peuple, et est-ce qu'on écoute le peuple, et quand est-ce qu'on l'écoute. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. D'accord. Donc 2 jours après le Parlement britannique qui prend cette décision, qui vote ce vote, du coup le 15 décembre 2017, ça y est, enfin une bonne nouvelle, l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont accordés sur le premier palier à passer, c'est-à-dire combien le Royaume-Uni doit d'argent à l'Union européenne, et ça s'est fixé à 42 milliards d'euros que le Royaume-Uni a finalement accepté de payer, sachant que les mois précédents, il disait genre non, c'est à vous de nous payer. Et l'Union européenne a dit bah non, vu que c'est vous qui partez, vu que l'Union européenne a investi de l'argent, c'est à vous de rembourser. Les Britanniques lui disaient bah non, vu qu'on part, vous nous payez. Ils auront des mensualités quand même. J'espère, c'est compliqué quand même. Ils peuvent vendre un porte-avions. Du coup, ça fait qu'on est passé dans la deuxième phase des négociations. Et bah, on est toujours dedans. D'accord. Depuis décembre 2017. Ça va faire 1 an, là, quand même. Voilà. On n'a que 2 avancées. La première, c'est sur le statut des citoyens européens et le statut des citoyens britanniques après le Brexit. Donc, il y aura quand même des accords sans visa. On pourra quand même se balader et tout. Mais c'est pas totalement sûr parce que ça dépend d'un deal complet. Et on a aussi avancé sur la période de transition, du coup, qui a été fixée au 31 décembre 2021. Okay. Du coup, voilà, on aura 2 ans, toutes les entreprises et tout auront 2 ans en restant dans la situation actuelle pour pouvoir s'en sortir. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué de totalement changer les relations. Oui, j'ose même pas imaginer le bordel s'il faut des visas pour aller en Angleterre, tout à coup avec l'Eurostar et tout. Ça pose beaucoup de problèmes pour les Erasmus qui se mettent en place parce que voilà, maintenant les lycées peuvent faire des Erasmus entre lycées et vu que l'anglais est quand même une des langues les plus parlées et les plus apprises en France, il y a pas mal de lycées qui tentent des partenariats Erasmus avec des lycées britanniques. Et on ne sait pas dans quelles conditions ça se fera. Oui, c'est plus inattendu, effectivement. Voilà. Du coup, ça fait partie des petits trucs où on n'y pense pas forcément, mais ça peut mettre le bordel à bien des égards. Des trucs aussi cons que juste avoir un visa, parce qu'il y a aussi le problème de oui, mais les Britanniques, ils ont pas encore, depuis 1973, ils n'ont pas prévu de visa pour les pays européens. Du coup, il va falloir qu'ils se remettent à faire des visas. Normal. Du coup, voilà, ça pose plein de micro-problèmes comme ça qui s'accumulent. Donc blablabla, on avance, on arrive en juin 2018 et là le Brexit Bill passe où en fait c'est le Parlement britannique qui vote une loi qui fait que toutes les lois européennes au 29 mars 2019 deviendront des lois britanniques sur lesquelles le Royaume-Uni pourra statuer, pourra les modifier, les amender, voire même les refuser pendant la période de transition, pour que ce soit fait calmement. Donc il y a quand même des avancées légales qui se font petit à petit. Et on arrive du coup aujourd'hui où on considère que 90% des sujets ont été traités. Même Gibraltar, voilà, c'est aussi la grande nouvelle, c'est que vendredi dernier, un accord en marge du sommet européen a été trouvé entre l'actuel Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, bien sûr. Sánchez et Theresa May, du coup. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'accord, mais l'accord a été trouvé sur Gibraltar, sachant que Gibraltar est c'est un rocher. Il s'appelle d'ailleurs le rocher. C'est tout petit. Hein, voilà, c'est minuscule, sauf qu'il y a 14 500 travailleurs étrangers, enfin non britanniques, qui passent la frontière tous les jours entre l'Espagne et Gibraltar pour aller travailler à Gibraltar.
Et ça poserait problème si du jour au lendemain on disait à toutes ces personnes-là, oui, bah, il vous faut un visa de travailleur en plus, pas juste un visa touristique et tout. Donc voilà, ça poserait énormément de problèmes. Et l'Espagne a des revendications sur Gibraltar depuis que les Britanniques l'auront pris au XVIIIe siècle. Donc encore une fois, Ça remonte. Hein. Et donc apparemment un accord à l'amiable a été trouvé. Reste à voir ce qui en sortira plus concrètement sur l'avenir des Gibraltariens, des habitants de Gibraltar. Parce que concrètement, ça sert à rien Gibraltar aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est même plus le port là. Enfin bref. Passons. Enfin, ça sert de niche fiscale pour pas mal d'entreprises. Tu es vulgaire. Pardon, c'est un endroit où les entreprises européennes peuvent s'installer pour travailler. Il y a des singes sauvages sur le rocher. Ce sont les seuls singes sauvages en Europe. Eh oui. Cool. Mais bon, ils ont été apportés par des Européens là, qui revenaient d'Afrique, mais maintenant ils sont sauvages sur le rocher. Ça fait quand même des singes sauvages sur un rocher. Ils sont là depuis 200 ans. Donc on arrive aujourd'hui où Theresa May dernièrement a proposé Gibraltariens. Merci Mazou. Selon Wikipédia, on appelle ça les Gibraltariens. Wikipédia est fiable sur la gentilé en général. Sur le gentilé. Le gentilé, merci. Ah, c'est très Maître Capello ce soir. Désolé. Je fais pareil. Du coup, Theresa May a proposé dernièrement le plan Checkers qui permettait de résoudre la grosse question qu'on se pose tous, c'est-à-dire la question irlandaise. Et là, je me rends compte qu'il me reste 4 minutes pour parler de ce qui bloque le Brexit depuis plusieurs mois. Alors, la question irlandaise, pour la faire simple, comme vous le savez, il y a la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni. La question qui se pose, c'est le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande? Qui serait la seule frontière terrestre entre l'Union et le Royaume-Uni. Exactement. Alors, il faut revenir à 92. Nous sommes en 92, le vendredi saint, où suite à une guerre civile entre des républicains, l'IRA, l'Irish Republican Army, donc une armée secrète pro-république en Irlande du Nord, et l'armée britannique, qui a été envoyée d'ailleurs, donc des militaires qui patrouillaient dans les rues et qui tiraient sur les foules parce qu'ils se faisaient tirer dessus. Bref, voilà, une vraie guerre civile en fait. Voilà, une vraie guerre civile qui commençait dans les années 70 et qui a terminé en 92 par un accord qui disait tant que l'Irlande et le Royaume-Uni, vu qu'ils font partie de l'Union européenne, il n'y aura aucune frontière et du coup les Irlandais du Nord, les Nord-Irlandais, pourront se considérer soit comme Irlandais de la République d'Irlande ou Irlandais du Royaume-Uni. Et donc, grâce à l'ouverture de la frontière, ils pouvaient choisir leur double citoyenneté en quelque sorte, et tout le monde était content, puisqu'en gros, ça disait, vous pouvez être ce que vous voulez, de toute manière, il n'y a pas de frontière. Sachant qu'entre 71 et 92, il y avait une frontière dure avec l'armée qui avait mis vraiment des barricades autour de la frontière de l'Irlande du Nord pour empêcher des cargaisons d'armes d'entrer en Irlande du Nord. Oui, bien sûr. Avec du coup régulièrement des attentats aux postes frontières, etc. Donc des soldats britanniques qui mouraient et tout, des cargaisons d'armes qui étaient arrêtées, etc. Bref, un vrai bordel sans nom. Ce qui fait que aujourd'hui, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on placera la frontière? Est-ce que on placera la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande? En quel cas, on remet à nouveau une frontière dure, ce qui était quand même une des causes principales de la violence pendant ces 20 années. Ça pourrait ramener de la violence, en fait. Exactement. D'ailleurs, la violence commence à remonter. On a un discours nationaliste qui revient en Irlande du Nord à formidable. Cause de toute cette incertitude, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et l'Union européenne, du coup, en contrepartie de Theresa May, qui dit « Ouais, mais on pourrait mettre la frontière dans la mer d'Irlande, en fait, qu'on reste avec toute l'Irlande, entre guillemets, unifiée légalement. » Et du coup, Theresa May, elle dit non, parce que du coup, ça voudrait dire réunification de l'Irlande, et ça voudrait dire on perd l'Irlande, et le Royaume est désuni. Du coup, c'est la grande question qui se pose, on n'a toujours pas de solution, et c'est un vrai problème, on n'en parle pas beaucoup, on en parle rapidement en France si des personnes s'intéressent un peu au Brexit, mais il y a un vrai problème en Irlande avec la violence qui remonte, avec les tensions nationalistes qui remontent, tout ça parce qu'on leur dit « ouais, on va peut-être remettre une frontière ». Et donc là, vu que c'est la toute fin, il me reste 1 minute, je vais retirer ma casquette d'Ictorillon.
Ah, oh. Voilà, je vais parler un peu à titre personnel puisque j'ai étudié Chypre qui ressemble un peu justement à cette question mais dans l'autre sens où là on est en train d'ouvrir la frontière et l'Irlande du Nord, on n'en parle pas souvent mais c'est vraiment un symbole de l'Union européenne puisqu'on est en train de dire peut-être qu'on va remettre une frontière. On ne dit même pas on va remettre la frontière pour sûr, on est en train de dire on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être qu'on va mettre une frontière et on a déjà la violence qui monte. Parce qu'on a ce rappel de toute cette période, pendant 20 ans, il y a eu une guerre civile autour de la question d'une frontière dure. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'on a trop tendance à oublier. On fait trop gaffe, on pense plus à Schengen, à aller dans le Benelux, en Allemagne, en Espagne, etc. Et on oublie qu'en fait, retirer les frontières, retirer les barrières physiques avec des militaires, les postes frontières, etc., en fait, c'est un vrai projet européen qui a permis la paix et la stabilité en Irlande, qui est actuellement en cours en Bosnie-Herzégovine. Un grand travail de l'Union européenne dès 1995, dès la fin de la guerre, c'était retirer toutes les armées et les checkpoints qui fragmentaient le territoire pour que ce soit un espace unifié, qu'on puisse se balader librement, qu'on n'ait pas des frontières en disant là c'est chez moi, là c'est chez l'ennemi. Et à Chypre, on s'est retrouvé malgré l'Union européenne, puisque la République de Chypre est entrée dans l'Union européenne après tout ce conflit, l'Union européenne fait un travail extrêmement fort et long pour ouvrir petit à petit cette frontière, pour justement briser le mur du « ici c'est chez nous et là-bas c'est l'ennemi ». Et du coup, je pense, voilà, je suis désolé d'avoir pris tout ce temps-là pour vous dire ça en dehors du Torillon, mais pour moi, l'Irlande, on n'en parle pas assez, l'Irlande du Nord. Et pourtant, le Brexit, c'est pas juste, ça bloque le Brexit, c'est vraiment, c'est un fondement de l'Union européenne, la libre circulation et la fin de la guerre. Voilà, ok, désolé d'avoir plombé l'ambiance. Il n'y a pas désolé, en plus c'est effectivement un vrai sujet, c'est une vraie guerre avec des vrais morts et des vraies balles. C'est pas... des civils comme des militaires. Exactement. Dans tous les sens, c'est vraiment... Des attentats jusqu'à Londres d'ailleurs. Et finalement le Brexit ça ne concerne pas que est-ce qu'on pourra toujours aller en vacances sans visa à Londres et passer le tunnel sous la Manche tranquillement. Depuis tu as eu raison effectivement de rappeler des fondamentaux et des enjeux lourds et importants que ça donne. Tu vois, Mathilda te dit très bonne explication et je pense que de toute façon il est l'heure, on va arrêter là. Mais merci. C'était un gros exercice de la Brexit compressé. Mais j'ai hâte que tu nous racontes un peu Chypre, puisque de toute façon on a dit que on avait chaque semaine une fiche d'identité sur un pays de l'Union européenne, un État membre. De toute façon, un jour, on va parler de Chypre, même si, je ne sais pas combien, il y en a quand même une vingtaine à traiter. Donc on va mettre à Chypre, il en fait partie. On a 20 semaines encore là pour en parler. Bruiser, je suis désolé, l'Écosse, on n'a pas le temps. Alors, Bruiser qui dit... Je n'ai pas voulu l'évoquer justement parce que... Il n'y a pas des tensions avec l'Écosse aussi concernant l'indépendance, car les Écossais avaient voté contre le Brexit. Alors, oui, mais c'est encore tout un autre sujet qui amène des choses très intéressantes et drôles aussi. Par exemple, Londres, le maire de Londres qui a demandé l'autonomie de Londres en cas de Brexit. D'accord. Voilà, donc des petits trucs drôles comme ça. Mais c'est technique, ça prend du temps. Alors, encore une fois, maintenant je suis sur le Discord. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Sinon, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Torillon, parce que je me suis rendu compte que j'ai quasiment pas parlé du Torillon. Je n'ai pas parlé du Torillon. C'est pareil, il y a le logo derrière toi, tu sais. On se verra plus maintenant, mais on a dit l'instant Torillon, on a fait un petit jingle. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller sur le Torillon pour vous renseigner, pour avoir plus d'informations. Et voilà. Vous pouvez aussi me contacter sur Discord. Si vous avez des questions un peu plus techniques, lancez une question et je pourrais y répondre un petit peu et lancer un débat, mais par écrit cette fois-ci. Ouais. Et effectivement, tu étais plus précis que moi quand j'ai fait un résumé du Brexit, mais c'était il y a quelques semaines maintenant. Et j'avais peut-être... pardon, je disais que oui, Laurent Trelou me dit que tu étais plus précis que moi, que j'avais parlé du Brexit en fait il y a quelques semaines. On va pouvoir conclure, arrêter. Et oui, tu as raison, le variant Trelou, mais effectivement, j'avais sûrement péché par excès de simplification. Mathilda nous demande ce qu'est le Torillon. Eh bien, écoute. En 2 mots, tu nous dis les Torillons et on dit au revoir. Le Torillon, c'est le webzine, le magazine en ligne des jeunes Européens. Et du coup, l'idée, c'est que c'est un média participatif qui parle d'actualité européenne et de sujets européens. Et du coup, il y a pas mal d'articles, un article par jour pour l'édition française. C'est dans 7 langues différentes. Je n'en ferai pas la liste, je la fais toutes les semaines depuis que je suis arrivé ici. Ça va aller. Du coup, voilà, c'est vraiment, si vous avez envie d'écrire un article de fond ou d'opinion sur une question européenne,
envoyez-nous ça. Aucun souci, on a envie que vous preniez soin de ce média en ligne qui est là pour ceux qui s'intéressent à l'Europe, en bien comme en mal. L'idée, c'est de vous aider à comprendre l'Europe. Et ben voilà, c'est bon, on a notre mot de la fin. Merci, le lien est dans le chat Joby00. Acropolis l'a donné, la régie est toujours très pro. Je dis au revoir à la caméra centrale et à vous le chat. Merci pour vos questions, vos remarques. Ça nous permet aussi de nous améliorer. Au revoir Pierre, donc pas la semaine prochaine. Moi le premier c'est férié de toute façon, et je ne serai même pas à Paris. Prochain rendez-vous sur Acropolis. Il y a une Sylvain, fais-moi signe, ce soir, oui, non, on ne sait pas. Connectez-vous à 21h, peut-être une libre antenne. Sinon le prochain rendez-vous pour Acropolis, sûr de sûr, peut-être ce soir à 21h, mais sûr de sûr. Donc oui, il y a une libre antenne à 21h. Ah, tu sais pas, d'accord, bon, pardon. Peut-être à 21h, libre antenne. Sinon, les QAG mardi à 14h30. Et pensez à réserver votre nuit du 6 novembre, car on passe la nuit ensemble pour les élections américaines de mi-mandat. Ça va être super, il y aura plein de monde. Viens, on sera bien. Allez, salut, bonne soirée. Ciao.